y va. OK. So, we're gonna be talking about, nous allons parler de Panda. Pandas, euh, qu'est-ce que c'est Panda? Est-ce que vous voyez comme mon écran? Ah, qu'est-ce qui se passe? Stream pause. Vous voyez mon écran ou pas? OK, OK. Maintenant, vous devez pouvoir voir mon écran. Donnez-moi un thumbs up si vous voyez maintenant mon écran. Visual Studio Code. Thumbs up, please. OK, great. OK, so, pourquoi Visual Studio Code? Il y a certains qui m'ont demandé euh, s'ils peuvent utiliser un autre coding environment, ou bien ce qu'on appelle IDE. C'est très possible d'utiliser un autre. Il n'y a pas de problème. Mais la raison pour laquelle je recommande Visual Studio Code, c'est parce que c'est utilisé partout dans le monde, par tous les développeurs. Ok, par tous les développeurs. Ça, c'est un. Et de deux, vous pouvez utiliser euh, tous les programmes de langage de programmation, Python, JavaScript, C Sharp, C++, pratiquement tout. Et c'est très confortable. Bon, maintenant, si vous voulez changer, c'est pas un problème. Euh, donc, voilà la raison. Maintenant, on va commencer à parler de Panda. C'est quoi Panda? Panda, c'est qu'on appelle librairie de manipulation de données. Et c'est utilisé surtout dans le genre d'analyse de base de données, analyse de base de données. Et vous allez voir Penda chez ceux qui font de la science, ceux qui font de l'analyse des données, ceux qui sont dans les mathématiques, les statistiques, ceux qui sont dans le financier. C'est pratiquement utilisé partout. Si vous voulez faire faire un programme ou écrire un programme et faire de l'analyse de base de données, c'est Penda qui va vous aider. Et Penda, c'est seulement une branche de Python. C'est seulement une branche de Python. Il y a beaucoup aussi d'autres librairies. Euh, Donnez-moi un thumbs up si vous connaissez NumPy. NumPy. Donnez-moi un thumbs up si vous connaissez NumPy. Laissez-moi mettre ça sur le chat. NumPy. Do any of you know NumPy? Est-ce que vous connaissez NumPy? Oui, non? OK, NumPy. Euh, NumPy, c'est pour la manipulation des vecteurs, de l'algèbre linéaire, vecteur, statistique, matrice. Vous voyez? C'est NumPy c'est NumPy qui est utilisé. Et pour Panda, c'est seulement les bases de données. Bon, maintenant, si vous voulez être un bon data scientist, vous allez devoir bien connaître NumPy. Et NumPy, c'est aussi un autre domaine. OK? C'est un autre domaine. Quand on va s'améliorer, quand on va faire, je vais donner une autre présentation à propos de la manipulation de NumPy. Parce que NumPy, vous aurez besoin de NumPy pour commencer à travailler avec machine learning et natural language processing. Vous aurez besoin de ça. Donc, commençons avec Panda. Voilà ce qu'on va faire. On va analyser une petite base de données. D'abord, je vais vous donner une présentation de ce que c'est. OK? Avec Pandas, vous pouvez lire tous les genres de données. Il y a différents formats. Il y a les formats CSV, il y a les formats de Excel, il y a les formats de Parquet. Parquet, je ne sais pas si vous connaissez Parquet, mais Parquet, c'est très utilisé pour ceux qui font, euh, tous ceux qui sont ingénieurs en base de données. Parquet, ils peuvent utiliser Parquet. Il y a HTML, il y a JSON. JSON pour ceux qui font le web development, OK? Ils peuvent utiliser Panda pour lire leurs fichiers. Il y a SQL.
Je suis sûr que la majorité d'entre vous connaissez SQL. Maintenant, tous ces genres de formats peuvent être transférés dans en format de table, ce qu'on appelle table. Et il y aura des procès. Voilà, vous allez, comment dire, gérer la base de données. Vous allez faire des transformations. Vous allez créer des variables. Vous allez transposer. Vous allez manipuler votre table de données. Et dès que vous finissez, vous pouvez maintenant transférer les résultats dans n'importe quel format que vous voulez. Vous voyez. Bon, maintenant, il y a, euh, il y a une différence que je veux vous donner. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence que je veux vous donner. Quand est-ce que vous devez utiliser, qui sont les gens qui peuvent utiliser Python? Si vous êtes dans le web development, vous, vous allez être confortable avec Flask, Django, Fast API. Si vous êtes dans le domaine de data analysis, vous allez être confortable dans le domaine de Pandas et NumPy. Si vous êtes dans le data science, vous devez être confortable avec Scikit-learn. Donnez-moi un thumbs up si vous connaissez Scikit-learn. Scikit-learn. Let me know if you know Scikit-learn. Thumbs up if you know Scikit-learn. And if you know Scikit-learn, please tell me what do you think Scikit-learn is. If you never heard Scikit-learn, make sure you Google it. Okay, so they all know Scikit-learn. Great job. So scikit-learn, PyTorch, Keras, TensorFlow, Hugging Face, all this is for data science. So if you want to be a data scientist, you're gonna have to learn all these Python packages. Now, si vous voulez être dans les jeux vidéo, les Python packages comme Godot et Pygame sont bons. Et je vais vous dire aussi une chose. Si vous avez des enfants, je vous encourage à les entraîner dès maintenant à la programmation. Parce que dans les prochaines années, tout sera, même si quelqu'un qui ne connaît pas l'ordinateur, qui ne connaît pas, euh, qui ne sait pas programmer, sera illettré. Je vous dis la vérité, parce qu'avec l'arrivée de AI maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, et je ne veux pas que vous soyez derrière. Je vous invite à, je vous invite à commencer à initier vos enfants dans la programmation le plus tôt possible, parce que je le fais pour mon garçon aussi. Donc voilà. Donc commençons. Ce que j'ai ici, ce qu'on appelle un environnement. Et je vais donner un autre cours à propos de comment gérer ce qu'on appelle environnement virtuel, virtual environment. Donc, j'ai mon environnement virtuel que j'ai créé et donc je vais l'utiliser. Donc, voilà ce que je suis en train de faire ici. Ici, je suis en train de télécharger NumPy et Panda parce que c'est ce que je vais utiliser. OK? Euh, Let me know if you have any questions. Donnez-moi, si vous ne comprenez pas quelque chose, envoyez la question le plus tôt possible, OK? Donc voilà, avant d'utiliser n'importe quel paquet, je dois pouvoir euh, importer comment dire, les librairies. Deuxièmement, vous devez travailler avec une base de données. Et quelle est la base de données? C'est un exemple que j'ai ici, Titanic. Titanic. So, what I'm going to do here, ce que je suis en train de faire, voilà la direction de de mon fichier, OK? Et PD stand for Panda, c'est ce que j'ai fait. J'ai renommé Panda comme PD, PD. Et je suis en train euh, d'envoyer comment dire, une commande pour read CSV parce que le fichier est en format CSV. Donc, quand je fais ça, voilà ce que ça me donne, l'erreur que ça me donne. Ça me donne cette erreur parce que le fichier je présume que le fichier n'est pas à la bonne place. OK? No such file or directory. Et l'une des choses que vous devez savoir, si vous êtes un programmeur, vous ne pouvez pas tout connaître. Et ce que je fais en tant que programmeur, je copie l'erreur. OK? File not found. Je peux copier tout ça là. Je peux copier file not found. Et je vais coller ça sur une autre page
en Internet et je vais chercher. Si je suis débutant, je vais devoir chercher, mais pourquoi est-ce que j'ai cette erreur? Et quand je clique ici, Stack Overflow, c'est l'une des meilleures ressources pour les programmeurs. Stack Overflow. OK? StackOverflow.com, c'est l'une des meilleures ressources pour les programmeurs. Donc, si vous avez ça, vous collez, vous copiez-collez, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu cette question. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est de lire les commentaires. Par exemple, ici, il y a 150 commentaires et il y a 6 réponses. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et voilà ce que quelqu'un dit. Euh, See, you are telling the open function that your file is in the current working directory. This is correlated to path. Peut-être que ça ne va pas m'aider. Et donc, vous voyez que c'est un problème. Ce que je suis en train de voir, c'est que c'est un problème de directoire. C'est un problème de chemin, pratiquement. Donc, je vais devoir voir le chemin de ce fichier. Je vais regarder le vrai chemin de ce fichier et je vais voir comment je peux le changer. Donc, je vais aller. Voilà mon Titanic. Ce que je vais faire, je vais regarder ma souris et je vais aller dans Copy as Path. OK? Quand je fais Copy as Path, je vais copier-coller ici directement et voilà. Donc, c'est le chemin que je dois emprunter. C'est le chemin que je dois emprunter. Maintenant que j'ai ce chemin, je vais le mettre entre des guillemets et je vais mettre ce signe-là, forward slash, forward slash, forward slash. Maintenant, euh, je vais lancer la commande et voilà, ça marche maintenant. Donc, je vais prendre des questions. S'il y en a, j'arrive. Ok, je n'ai aucune question. Est-ce que vous comprenez cette partie? Est-ce que vous comprenez cette partie? Thumbs up if you understand. Ok, c'est très bien. Très bien, très bien. Donc, je peux continuer. Maintenant, il y a beaucoup de programmes que vous pouvez lancer. Je vous donne un peu de programmes dont vous pouvez commencer. Si vous voulez voir les premières lignes de votre base de données, vous allez faire le nom de la table, that heads. Heads, ça veut dire la tête. Pour connaître peut-être les 5 premiers ou les 3 premiers. Par défaut, ce sont les 5 premiers. OK? Et si vous voulez faire les 3 premiers, vous faisiez 3. Si vous voulez les 10 premières lignes, vous faites 10. OK? Now, euh, vous pouvez aussi regarder la queue. Allô? Oui? Allô? Oui? Ah, monsieur Stra, vous me recevez? Je vous reçois très bien. Ah, parfait. Désolé de vous couper. En fait, j'ai réinitialisé tous les paramètres vocaux de mon Discord et ça m'a permis OK. d'intervenir ici. Vous voulez Sinon, je continuer? n'arrivais pas à Oui, je peux bien continuer, oui, OK. si vous me permettez. Vous pouvez partager votre écran? Toutefois, toutefois, si vous avez des interventions à faire, vous pouvez me couper et intervenir sans problème. Non, non, pas de problème. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, je peux. OK. Allez-y alors. Parfait. Je vais le faire immédiatement. Mm. Mhm. Partager. Ah oui, si vous coupez pour vous, je peux partager pour moi. OK. OK. Allez-y. OK. J'ai lancé. Ah, passe pas. J'ai le droit de le faire. Oui, vous devez avoir le droit. Bon, si ça va nous prendre du temps, il faut continuer alors. Sinon, je clique, ça passe pas. Ah, OK, OK. OK, donc laissez-moi continuer alors. Ouais, ouais. OK. Sorry. Il y a pas de problème. OK. Il y aura beaucoup d'autres opportunités. Pas d'inquiétude à ce sujet. Donc, je continue. Si vous voulez voir la queue, par exemple, de votre base de données, vous faites tail.
OK? Et vous mettez à l'intérieur le nombre de lignes que vous voulez voir dans votre base de données. OK? C'est ce que tous les data scientists font généralement s'ils veulent explorer leur base de données. Maintenant, Shape, ce que ça fait, le nom de la base de données .shape, ça donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Vous avez 12 colonnes ici et vous avez 891 lignes. Voilà. Maintenant, ce que Info fait, That Info, ça vous donne pratiquement les références de toutes les colonnes. Par exemple, ici, vous voyez que Passenger ID a 891 lignes. OK? Et dans les 891 lignes, vous n'avez euh, aucune, euh, aucune valeur ou bien aucun nombre qui ne manque. OK? Ce qu'on appelle missing value. Missing value. Par exemple, si je vous donne un exemple ici, ce qu'on appelle cabine. Si vous regardez la colonne cabine, vous voyez N et N, ça veut dire que il n'y a pas de value comment dire, il n'y a pas de nombre. Il n'y a aucune information. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a aucune information sur le passenger ID 888, 886. OK? Aucune information. Donc, c'est un exemple de ce qu'on appelle missing value. Et Passenger ID à 891, à 891 records qui ne manquent pas. OK? Et vous allez regarder ici aussi age. La colonne âge a 714, à 714 données qui ne sont pas, qui ne manquent pas. Ce que vous voyez dans le D-type, c'est le genre, et j'avais donné une vidéo sur YouTube sur le genre de données. OK? Il y a ce qu'on appelle integer, ce qui est nombre. Il y a ce qu'on appelle object, ce qui est string ou bien texte. Float, c'est pour les valeurs décimales. Donc, chaque colonne a son genre de données. Ouais, c'est très bien. C'est une manière de voir très, très vite votre base de données. Maintenant, ce qu'on appelle describe. Euh, Describe, ça vous donne les statistiques de chaque colonne. Par exemple, si vous avez l'âge, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Euh, Ce qu'on appelle standard deviation, la déviation, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais standard deviation, c'est 14,52. C'est la manière dont les données sont dispersées l'une des autres. Et vous avez ce qu'on appelle les percentiles. Euh, Vous avez le maximum d'âge qui est 80. Donc, c'est très simple. Euh, Maintenant, si je veux, si je veux avoir comment dire, le sommet des statistiques ou seulement les genres de données qui sont les textes, je vais mettre include equals objects. Ok, je vais mettre include equals object et je vais voir ça. Maintenant, vous avez les noms, vous avez name, gender, ticket, cabin, embarked. Tout ça là, ce sont les statistiques en ce qui concerne les textes. OK? Et vous avez comment dire, les fréquences. OK? Et vous avez les gens, les fréquences uniques ou bien les valeurs uniques de chaque entité ou bien de chaque colonne. OK? Mon écran a disparu. Ah, vous voyez Bon, maintenant mon maintenant, écran? Donnez-moi un thumbs up si vous voyez maintenant mon écran. OK. Thank you. Thank you, Monsieur Kofi. OK, je peux continuer. Maintenant, il y aura des cas où vous allez vouloir savoir si par exemple j'ai la colonne gender, je veux voir combien d'hommes et combien de femmes j'ai dans mon genre dans ma base de données. Ce que je vais faire alors, c'est value count, ce qu'on appelle value count. Donc, je vais faire ça et ça va me donner le nombre des hommes, c'est 577 et le nombre de femmes, c'est 314. Et value count, c'est ce qui va me donner ce que je veux. OK?
Bon, pour connaître les colonnes de ma base de données, je dois faire point colonne, columns, point columns. Et voilà la liste de toutes les colonnes de ma base de données. Bon, si les connaissez, il y a ce qu'on appelle, dans chaque base de données, il y a ce qu'on appelle index. Et les index, c'est une manière c'est un point de référence de votre base de données. Si, par exemple, je veux voir l'index 13 ou 14, je vais faire point index et ça va me donner la ligne dont j'aurai besoin. OK? Bon, maintenant, il y a des cas où euh, je voudrais que une des colonnes devienne mon index. Si par exemple je veux que passenger ID devienne mon index, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire do set index passenger ID. Si je veux mon passenger ID, euh, si je veux que mon passenger ID devienne index. Et si vous remarquez bien, si je vais ici, passenger ID, ça fait partie des colonnes. Voilà. Et l'index, c'est ici. Mais ça n'a pas de nom. Et ce que je vais alors faire, si je veux que passenger ID, si je veux que passenger ID devienne mon index, ce que je vais alors faire, c'est ça. Retournons ici. Set underscore index passenger ID. Et quand je demande maintenant les premières lignes, voilà ce que ça va me donner. Laissez-moi. Maintenant, vous voyez que passenger ID, c'est maintenant en bas et vous voyez l'index. Ça veut dire que cette colonne a été utilisée maintenant comme mon indexeur. Et donc, voilà comment ça marche. Et avec ça, vous pouvez faire tout genre de manipulation dont vous voulez. OK? Maintenant, il y aura des exemples où vous allez vous dire, oh, je n'ai pas besoin d'index. Je veux enlever l'index que j'avais placé. OK? Et ce que je fais ici maintenant, c'est reset index. Ça veut dire que c'est un, comment dire, c'est un bouton de, disons, nettoyage ou quoi que ce soit. Et ce que je fais ici, si j'enlève passenger ID, je remets ça comme une colonne, ça s'aligne pratiquement avec toutes les autres colonnes. Vous voyez? Et vous voyez qu'il y a un index de défaut qui apparaît ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'enlever. Ok? Si vous voulez enlever ça, enlevez ça. Mais c'est pratiquement le même index que vous voyez ici. OK. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment? Est-ce que vous avez tous compris ce qui se passe ici? Question, 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 question. OK. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde comprend. Donc, maintenant, faisons ce qu'on appelle slicing, OK? Accès à différentes lignes de notre base de données. Si je veux accéder à la première ligne, je vais faire point iLock 0. Et chaque élément commence avec 0 en ce qui concerne Python. Et ça, c'est la même chose avec JavaScript. Chaque élément commence avec 0. Donc, si je veux, si je veux regarder la première ligne, je vais faire point integer location. Alloc stand for integer location. Je fais ça. Et ça va me donner la première ligne. Et si vous faites attention, par exemple, si je regarde name, c'est Brown Mr. Owen Harris. Brown Mr. Owen Harris. C'est la première ligne qui est en train de s'afficher. Si je veux, par exemple, la troisième ligne, la ligne numéro 3, je fais comme ça. Je mets 3. Et vous voyez Fruitel Jack. Et c'est ici. En fait, c'est la ligne 4, mais c'est l'indice 3. Parce que tout commence à 0. OK? Tout commence à 0. Bon, maintenant, si je veux la ligne 501, c'est aussi possible. Vous pouvez mettre tout genre de lignes. Euh, donc, voilà ce que ça veut dire. Bon, maintenant, il y aura des cas où vous voulez avoir les 10 premières lignes. Les 10 premières lignes, ou bien les 11 premières lignes, ça commence, oui, les 10 premières lignes, ça va commencer à 0 et ça va se terminer à 9. OK? Donc, vous allez devoir faire
ça, et ça va vous donner les 10 premières lignes. C'est une autre manière d'utiliser point heads. Ok, c'est une autre manière d'utiliser point head. Maintenant, une autre manière d'utiliser point tail, c'est de mettre -4 et de mettre ce signe-là, ce signe-là. Ok, et si vous faites ça, ça va commencer par les 4 dernières lignes. Ok? Alright. Maintenant, si vous voulez, par exemple, gérer des éléments, si vous voulez seulement prendre des éléments qui dépendent de certaines colonnes, ok, des données qui dépendent de certaines colonnes. Voilà ce que vous devez faire. Euh, Monsieur Amani, vous avez une question? Non? Et arrêtez-moi si vous avez une question, je vais les répondre. Soit vous pouvez faire ça sur le chat ou bien vous pouvez faire ça sur le message, ok? Donc, si je veux les survivants du Titanic, j'aime bien le film du Titanic. J'ai regardé le film, ça m'a très impressionné. Si je veux par exemple regarder euh, ceux qui ont survécu au Titanic, et à propos, si par exemple je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette colonne pratiquement. Donc ce que je vais faire, euh, je vais créer quelque chose comme ça et je vais faire value count. Vous rappelez de de ce que value count fait. Value count vous dit les différentes valeurs qui sont sous la colonne survive. Quand je regarde, apparemment, il y a 549 personnes qui n'ont pas survécu et seulement 342 personnes qui ont survécu. Vous voyez? Maintenant, je peux me dire, parmi est-ce que je peux voir les détails des données parmi ceux qui ont survécu? Ce que vous allez faire, vous allez faire Titanic survive equals one parce que equals one, c'est pour pouvoir capturer les gens qui ont survécu. Voilà. Et voilà comment vous allez lancer cette commande. Vous prenez la donnée et vous mettez ça dans des brackets et vous prenez encore la donnée et vous intégrez la colonne et vous donnez la valeur que vous voulez. Et je passe toutes ces informations dans un autre objet. Ou bien je lui donne un autre nom. Par exemple, ce que je mets ici, c'est filter on survive. Donc, j'appelle tous ces commandes-là, ceux qui ont survécu au Titanic. OK? Ceux qui ont survécu au Titanic. Donc, ce que je fais, voilà ce que je fais. Maintenant, c'est sûr que ceux qui ont survécu, c'est 342 personnes. Maintenant, si je fais dash ship, je dois pouvoir avoir les 342 personnes dont je parlais. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Je peux faire la même chose avec l'âge. Si par exemple, je veux les gens qui ont plus de 25 ans dans cette base de données, voilà comment je vais faire. Greater than 25 et je fais la même chose ici. OK? Et si je regarde combien de données j'ai, ça fait 413. Il y a encore des manipulations un peu plus compliquées à ce niveau. Parce que ce que je peux faire ici, je peux faire une combinaison de 2, 3, 4, 5, 6 genres comment dire? Je peux retrieve, ret- ways to retrieve data. C'est ce que j'ai l'impression de dire. Et si je fais ça, je veux ceux qui ont survécu et je veux aussi non seulement ceux qui ont survécu, mais aussi dont leur âge est plus grand que 25. Voilà. Et quand je fais ça, je les mets dans une autre donnée et je regarde combien de lignes j'ai. Ça fait 166. Et si par exemple je regarde leurs données, je remarque que, effectivement, si je regarde leur âge, je vois 38 ans, 26 ans, 35 ans, 27 ans. Donc, j'ai l'impression que ça a marché. OK? Et si je regarde aussi euh, ceux qui ont survécu, vous allez voir que Survive, c'est un partout. OK.
Maintenant, pour remplacer les valeurs qui sont nulles, les lignes qui n'ont pas de valeur, vous allez utiliser replace. Point replace. Vous allez utiliser, par exemple, je veux la colonne, ceux qui ont embarqué. Embarqué, il y a par exemple des valeurs qui ne sont pas correctes ou bien qui manquent. Si je regarde, par exemple, dans here, embark, j'ai seulement 889, j'ai 889 valeurs qui sont bonnes et deux valeurs qui ne sont pas bonnes. Donc, ce que je veux faire, je veux remplacer ces deux valeurs avec ce qu'on appelle avec une entité qu'on appelle missing. Par exemple, ici, je veux remplacer ces deux valeurs qui ne sont pas bonnes avec missing. Donc, ce que je vais faire, si je lance ça, OK, et si je fais, par exemple, si je tamise, par exemple, ma base de ma donnée, je vais regarder maintenant unback imputed equals missing. Je vais regarder maintenant quelles sont les valeurs qui sont dedans. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai créé une autre colonne qui s'appelle embark imputed et je leur ai donné la valeur missing. Et la valeur originale, c'était embarked. C'est cette valeur-là. OK? Maintenant, j'ai créé une autre colonne avec valeur missing. Voilà comment vous pouvez créer de nouvelles colonnes. Maintenant, je peux faire la même, voilà un autre exemple où je peux faire la même chose. La valeur, la colonne originale, c'est cabine. Mais si je fais cabine, je veux faire une transformation sur cabine, je vais remplacer les valeurs qui n'existent pas avec ça là, avec cette valeur. OK? Et voilà ce qui va se passer. Si je fais ça, laissez-moi voir ce que ça devient. Ou bien, je n'ai pas besoin de voir ça, mais je sais que ça va marcher. Bon. Si par exemple je veux enlever deux colonnes, je vais utiliser point drop, point drop et axis equals one. Pourquoi un? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je mets un ici au lieu de zéro? Il y a seulement deux valeurs qui peuvent être pour axis, soit zéro, soit un. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je mets un ici au lieu de zéro? Quelqu'un peut me dire pourquoi je mets un au lieu de zéro? Oui, alors? Oui, oui. Oui, c'est pour préciser qu'il s'agit des colonnes. Absolument, merci Monsieur Roland. C'est pour préciser qu'il s'agit des colonnes. Merci Lawrence et Ramsey. Thank you very much. Donc, voilà pourquoi je mets un. Et quand je fais ça, j'enlève ces deux colonnes et ces colonnes disparaissent maintenant. Bon, il y a des cas où je vais devoir faire ce qu'on appelle imputing. Imputing, ça veut dire s'il y a des valeurs qui ne sont pas bonnes, des valeurs qui manquent dans ma donnée, je veux leur attribuer d'autres valeurs. Et la plupart du temps, si par exemple, je prends l'exemple de l'âge, OK, et l'âge manque certaines valeurs, la plupart du temps, on attribue la moyenne. Et la moyenne, c'est min. Donc, ce que je suis en train de faire ici, fill NA, ça veut dire remplacer les valeurs qui manquent et les remplacer maintenant avec quoi? Ce que je vous voyez à l'intérieur. Age date min. OK? Donc, ça va prendre comment dire, ça va prendre la colonne de l'âge, ça va prendre la moyenne et ça va attribuer la moyenne aux valeurs qui manquent dans la même colonne. Donc, c'est ce que ça fait. Et quand je fais ça, ça va pouvoir me donner le résultat que j'espère. Maintenant, je peux enlever la colonne principale, la colonne d'âge et voilà. Bon, il y aura des cas où je vais devoir enlever il y a des cas où je vais devoir enlever des valeurs répétitives ou bien des lignes répétitives. Et c'est ce qu'on appelle duplicate en anglais. Duplicate, par exemple, si je veux voir s'il y a des noms s'il y a deux ou trois noms qui sont dans différentes lignes, trois mêmes noms qui sont dans différentes lignes,
voilà ce que je peux faire. Je vais faire le nom de la base de données, point duplicated, et je vais mettre le nom de la donnée. Ouais. Donc, si je fais ça, je suis en train de demander combien de données sont comment dire, répétées. Donc, il n'y a pas de données répétées quand il s'agit du nom. Ça veut dire que chaque nom est différent l'un des autres dans la base de données, ce qui est bien. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas ça et il y a des valeurs qui se répètent dans la base de données et la base de données peut être plus grande que convenu. Donc, faites très attention à ça. Il y a aussi des manières d'ordonner votre base de données. Et la meilleure manière de le faire, si par exemple vous voulez ordonner par ordre alphabétique, ascending equals true, c'est ce que vous allez mettre. Je vois il y a un message. Est-ce que la séance est enregistrée pour voir la vidéo à la fin? Absolument, c'est enregistré. On est à 36 minutes maintenant. Merci pour la question. Donc, ce que je dis, si vous voulez euh, faire l'ordre du nom comment dire, par ordre alphabétique, vous pouvez le faire. Si c'est une colonne de chiffres, vous pouvez le faire par ordre numérique. OK? Par exemple, si je fais ça, Titanic Sorts, et je regarde, vous allez voir que tout est ordre. Si, en ce qui concerne la colonne name, c'est ordonné de manière numérique, de manière alphabétique. OK? C'est ordonné de manière alphabétique. Et les ingénieurs en base de données, ils doivent le faire pour donner une bonne vue de leur database. Maintenant, si je regarde, je peux encore jeter un coup d'œil pour savoir comment, parce que cette séance, c'est une séance de manipulation de base de données. Et quand on manipule les données, on doit s'assurer de plusieurs choses. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de colonnes qui ont des mauvaises valeurs, ou des valeurs qui manquent, ou bien, et voilà, au début, on avait vu qu'il y a des colonnes, par exemple, l'âge, manque manque un peu de valeur. Et il y a aussi cabine. Cabine a seulement 204 valeurs. OK? Donc, on doit nettoyer cette base de données. Et à la fin, on doit pouvoir voir euh, que tous les, que toutes les colonnes ont 891. Et tout est maintenant propre et bien nettoyé. Vous voyez? Parce qu'à la fin, c'est ce que tout le monde veut. Donc, Describe, on regarde encore Describe pour voir si tout se passe bien. J'ai l'impression que tout est bien maintenu. Et je regarde aussi les textes, les fréquences pour savoir si tout se passe bien. Maintenant, je suis sûr que la plupart d'entre vous aussi connaissez Excel. Ce que vous faisiez dans Excel, vous pouvez faire la même chose en utilisant Python. Vous pouvez faire group by, grouper par genre et voir le compte, comment dire, les comptes. Voilà, vous avez pour le genre femelle, vous avez 314 pour ceux qui sont les hommes, vous avez 577. Vous pouvez faire la même chose. Pour le groupe by, vous pouvez utiliser deux colonnes au lieu d'une, ou bien même trois. Ça dépend de vous. Si vous utilisez les hommes et les femmes et ceux qui ont survécu, par exemple, attendez un peu, je dois aller chercher mon chargeur parce que il y a mon ordinateur qui veut se couper. Et chargeur. OK. Donc, on continue. Je peux faire un groupe de 2, 3, 4, 5. Ça dépend. Par exemple, ici,
J'ai, il n'y a pas de femmes qui ont survécu. Les femmes qui n'ont pas survécu, il y a 81 d'entre elles. Les femmes qui ont survécu, il y a 233 d'entre elles. Les hommes qui ont survécu, il y a seulement 109 d'entre eux. Donc voilà comment vous pouvez faire votre analyse. Maintenant, il y a une manière aussi de regarder, de faire la même chose avec Excel. Par exemple, si vous voyez cette petite table, ce qui a été groupé, vous pouvez faire la même chose. Ceux qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu, les hommes, les femmes, c'est la même chose que vous pouvez faire ici. Et c'est Crosstab. J'aime très bien Crosstab parce que je n'ai pas besoin d'envoyer maintenant ma donnée sur Excel avant de créer des pivots. Je peux le faire directement sur Python. Et je peux faire un peu plus je peux le faire un peu plus compliqué. Vous voyez ici, j'ai gender, j'ai survive. Maintenant, je veux utiliser euh, l'âge comme valeur parce que ici j'avais seulement les nombres, le count. Je comptais seulement. Mais ici, j'ai, comment dire, j'ai l'âge. Mais quel genre de statistiques je veux avoir? Je peux avoir mean. Je peux avoir la moyenne. Donc, ici, en moyenne, l'âge moyen des femmes qui n'ont pas survécu, c'est 26 ans. Ouais. Maintenant, je peux demander STD. Ça va me donner Standard Deviation. Je peux demander quoi que ce soit, en fait. OK? J'espère que vous comprenez. Donnez-moi un thumbs up si vous suivez cette présentation. Donnez-moi un thumbs up si vous suivez cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non, ça veut dire que je peux continuer. OK. Et il y a, je ne sais pas si vous êtes aussi au courant de ce qu'on appelle Pandas Profiling. Pandas Profiling, c'est une très bonne librairie qui vous aide. Ça fait pratiquement tout. Je vais devoir installer ça d'abord. Et pour l'installer, si vous voulez installer quoi que ce soit dans Jupyter Notebook, à propos, ce que je suis en train d'utiliser ici, c'est Jupyter Notebook. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, oh, est-ce que au lieu d'utiliser Visual Studio Code, est-ce que je peux utiliser Jupyter Notebook? Et j'ai répondu, absolument, vous pouvez utiliser Jupyter Notebook, mais aussi sachez aussi que Jupyter Notebook est aussi intégré dans Visual Studio Code. C'est pour ça que moi j'aime bien Visual Studio Code. Euh, donc Jupyter Notebook peut très bien être intégré dans Visual Studio Code. Maintenant, j'ai mon environnement virtuel, ce qu'on appelle trading underscore env. Et si je mets le point d'exclamation, pip install pandas profiling, ce que ça va faire, ça va installer cette librairie dans mon environnement virtuel. Je vais créer une autre vidéo à ce propos. Ok, je vais créer une autre vidéo à ce propos. Mais pour pouvoir utiliser quoi que ce soit, il faut d'abord installer. Euh, Donc, avant de continuer, ça doit d'abord installer et quand ça va finir, quand l'installation va finir, je vais pouvoir lancer la commande et on verra bien. Pendant que cette commande installe, est-ce qu'il y a des questions? Nous allons faire un peu de visuel. Ça va finir. Hmm, Donnons un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Bon, pendant que cette commande est en train de lancer, est-ce que vous pouvez me donner votre intérêt? Je veux avoir une idée. Qui sont ceux qui sont intéressés pour AI, machine learning, et qui sont ceux qui sont intéressés pour web development, et qui sont ceux qui sont intéressés pour les deux à la fois?
Donc, si vous réagissez, dites-moi si vous êtes intéressé seulement à machine learning AI ou bien si vous êtes intéressé seulement à web development ou bien si vous êtes intéressé aux deux. Mais pour vous dire la vérité, voilà ce qui est en train de se passer dans le domaine de AI et machine learning, au moins ici aux États-Unis. Les deux à la fois. Merci, Monsieur Lawrence. Voilà ce qui est en train de se passer. Au début, il y avait ce qu'on appelle les data scientists. OK? Et à cause, et les data scientists sont intéressés principalement à ce qu'on appelle, à entraîner des modèles. Machine learning, AI, quoi que ce soit. Et, les data scientists ont l'habitude d'utiliser PyTorch, TensorFlow, ce genre de choses. Bon, maintenant que il y a eu le développement de AI, aujourd'hui, le marché ne demande pas seulement les data scientists. Parce que il y a ce qu'on appelle maintenant pre-trained models. Et pre-trained models, ce sont des transformers qui ont des millions de paramètres. Et les gens comme vous et moi, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir entraîner ces genres de modèles géants. Maintenant, les data scientists, c'est vrai qu'ils sont ils sont encore très bien reconnus dans dans le marché. Maintenant, mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle software engineer. Donnez-moi un temps si vous connaissez software engineer. Les software engineers. Les ingénieurs en logiciel. C'est ce qu'on dit en français, non? Les ingénieurs en logiciel. Les ingénieurs en logiciel sont en train de remarquer maintenant qu'il y a beaucoup que la porte maintenant est grande ouverte pour eux. Parce que ceux qui font maintenant les pre-trained models, la plupart d'entre eux sont des software engineers. Et ils commencent à développer des modèles très, très compliqués que seulement les ordinateurs peuvent faire. Et maintenant, il y a une lutte entre les data scientists et les software engineers. Il y a une grande lutte entre les data scientists et les software engineers. Bon, maintenant, les software engineers, ce qu'on appelle software engineers, software developers, ils sont plus dans le domaine de web, ils sont plus dans le domaine de software et toutes ces choses-là. Et les data scientists sont plus dans le domaine des mathématiques, statistiques mais les software engineers ne connaissent pas tellement les mathématiques et les statistiques. Ils sont plus dans le domaine de computer science. Bon, maintenant, ce que vous et moi, nous devons faire, c'est d'être au milieu. Si on peut être au milieu des deux, on sera imbattable. Et voilà pourquoi cette formation, je suis en train de lancer cette formation. Si on peut faire les deux, si vous pouvez faire les deux, vous êtes imbattable. Vous pouvez faire ce que les software engineers font et vous pouvez aussi faire ce que les data scientists font. Et aujourd'hui, sur le marché, les data scientists sont très bien, mais il y a plus de ramifications que les data scientists. Il y a ce qu'on appelle machine learning engineer. Je vais vous en parler. Il y a ce qu'on appelle machine learning engineer. C'est une combinaison de data scientists et de software engineers. Et si vous voulez si vous voulez être à la page, maintenant, euh, vous allez devoir vous entraîner à accaparer ces genres comment dire, de qualité. On va en parler plus tard. Mais retournons à notre présentation. Import Pandas Profiling, j'ai déjà téléchargé. Comme vous voyez, j'ai déjà téléchargé. Et maintenant, je vais lancer la commande pour pouvoir l'utiliser. OK? Oh, ça ne prend pas. Qu'est-ce que ça me dit? Base setting has been moved to Pandas settings. Package C, bla bla bla. OK. Je vais devoir, ça va me prendre du temps pour, high progress not found. Please update Jupyter. OK. Il y a des choses que je dois voir ici. Donc ça va me prendre du temps à faire, mais je vais devoir euh, passer cette étape. Je vais vous donner le code après. OK? Je vais peut-être en parler après. Mais ce que ça fait pratiquement, ça vous donne un rapport de tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on a fait ensemble ici. Vous voyez toutes ces lignes de code? Toutes ces lignes de code peuvent être
comment dire, peuvent être résumés dans seulement deux lignes de code. Et c'est ce que Pandas Profiling fait. Je vais devoir renouveler virtual environment pour savoir ce qui se passe. Mais continuons. Visualization. Si vous ne connaissez pas Seaborn, Seaborn, c'est une bonne librairie pour les visuels. Vous allez devoir d'abord installer. Et une fois que vous installez, le reste, c'est très facile. Vous faisiez import Seaborn et vous mettez ça dans SNS. Matplotlib, c'est aussi pour les visuels. Et vous mettez ça dans ce qu'on appelle PLT. En fait, vous pouvez donner n'importe quel nom à Seaborn. Moi, je mets SNS parce que c'est ce que la plupart des gens utilisent. PLT, c'est pour Matplotlib, c'est ce que la plupart des gens utilisent aussi. Donc, je suis seulement les noms, les normes. Et un bon, euh, si voulez faire une bonne présentation, c'est très important que vous soyez bien dans les visuels. OK? Donc, LM-plot, Linear Model Plot, c'est pour faire une linear regression, très, très simple. Et ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de voir l'âge. Je suis en train de regarder l'âge et, comment dire, les frais. L'âge et les frais. Et vous voyez qu'il y a une petite ligne, c'est pas tellement fort, mais on peut dire qu'il y a un genre de relation entre l'âge et le prix du ticket. OK? Euh, donc voilà, vous pouvez changer. J'ai seulement pris 100, 100 lignes. Je peux faire 1000 lignes ou bien 2000, ça dépend. Mais voilà. Euh, une autre, euh, une autre chose que je peux faire, c'est utiliser Facet Grid. Facet Grid, ça sépare. Ça sépare le visuel dans deux catégories. Par exemple, si vous voulez regarder Survive, vous savez que il y a la catégorie de ceux qui n'ont pas survécu et la catégorie de ceux qui ont survécu. Ceux qui n'ont pas survécu sont à gauche et ceux qui ont survécu sont à droite. Donc, j'ai 100 lignes, j'ai 100 données et je sépare le graphique par ceux qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu, et je fais la même chose. L'âge sur l'axis et le faire sur l'ordonnée. Donc voilà ce qui se passe ici en fait. Et je peux aussi télécharger une photo, la photo de mon visuel. Pair plots. Pair plots, ce que ça fait, ça prend du temps, mais j'espère que ça va donner quelque chose. There you go. C'est une matrice de visuel. Pratiquement, c'est une matrice de visuel. Et sur cette matrice, en fait, Pairplot est beaucoup utilisé dans le domaine de data science. C'est beaucoup, beaucoup utilisé dans le domaine de data science. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder chaque colonne et et voir le genre de relation qu'il y a. Par exemple, si vous regardez fair et age imputed, voilà le genre de relation. Il n'y a pas de bonne relation ici, d'après ce que je suis en train de voir. Si vous regardez il y a rien, pratiquement rien n'est en train de se passer ici. Il n'y a pas de très forte relation. OK? Mais c'est une bonne manière de voir quel genre de relation il y a entre les valeurs, entre les colonnes de ma donnée. Boxplot est très utilisé pour les catégories, pour les variables qui ont des catégories. Par exemple, gender. OK? Je peux voir la différence, s'il y a de différences statistiques entre comment dire, les femmes et les hommes. S'il y a des différences statistiques entre les femmes. Et je peux aussi voir s'il y a des valeurs, ce qu'on appelle outlier. OK? S'il y a des valeurs trop élevées ou bien trop basses. Voilà ce que, bon. Pena Profiling, Monsieur Romeo, merci pour votre question. Pena Profiling, c'est, euh, une librairie qui a été produisent en utilisant Penda. Penda, c'est la librairie principale. Mais avec cette librairie, vous pouvez aussi créer votre propre librairie. C'est ce que quelqu'un a fait et l'a présenté et ça a été accepté. Donc, Penda Profiling, vous n'en avez pas vraiment besoin.
Mais ce que ça fait, ça fait une combinaison de tout ce dont j'ai parlé et ça le met dans ça crée un rapport où vous allez voir les corrélations, les relationships, correlation and everything. 10 minutes to planner, si vous regardez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Beaucoup de choses que vous pouvez apprendre ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter ou bien de contacter Monsieur Roland. OK? Et debug your code. C'est sûr que vous aurez des problèmes. C'est sûr que vous allez pleurer. Euh, mais ne vous découragez pas. Stack Overflow, GitHub, toutes ces ressources sont disponibles pour vous aider. Rien n'est en train d'être créé. Vous avez déjà tout à votre disposition. Et faites des erreurs. Et vous m'avez vu faire une erreur tout à l'heure. Bon, c'est une erreur parce que euh, je n'ai pas, je dois regarder ce qu'il y a dans ce future environment. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, mais c'est des choses qui se passent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous êtes un codeur, vous allez voir des erreurs tout le temps. Et c'est normal. Ouais, c'est normal. Donc, voilà ma présentation. Monsieur Roland, euh, euh, unfortunately, Monsieur Roland n'a pas pu le faire, mais il y aura beaucoup d'autres opportunités pour Monsieur Roland pour le faire. Il va vous guider avec les autres questions que vous aurez. Again, si vous allez dans la chaîne des AI Machine Learning, vous allez poser toutes vos questions à ce propos. Et demain, on aura une session à propos. Il faut que je me rappelle de la session de demain. Mais on aura un autre événement. Je crois que ce sera à propos de mentoring. Si vous avez des questions à propos de votre condition actuelle en ce qui concerne machine learning AI, on va les répondre. Si vous avez des questions à propos de votre résumé, on va les répondre. Si vous avez des questions à propos comment est-ce que vous pouvez commencer des projets avec plein de technologies, on va répondre à toutes ces questions-là. Et vous serez, moi je vais pas beaucoup parler, je vais seulement répondre à vos questions. Ce sera comme des office hours. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? S'il n'y a pas de questions, euh, on peut se séparer et on se dit à demain. Donc, merci pour, merci de me dire que vous êtes intéressé aux deux parce que c'est très important. C'est très important. Moi-même, je suis en train de me développer dans les deux à la fois. Je suis en train de me développer dans les deux à la fois. Pour le développement web, quelle technologie nous allons utiliser? Ok, je vous le dis maintenant. Oui, merci, monsieur Roland. Merci, monsieur Roland. C'est un plaisir. Vous allez besoin de connaître JavaScript. Vous avez besoin de connaître Next.js parce que Next.js maintenant c'est très développé et ça permet ça aide beaucoup avec l'expérience de l'utilisateur. OK? Next.js, JavaScript, HTML, CSS, Nodes. OK? C'est très important de connaître ça. Bon, c'est pour ceux qui veulent euh, utiliser l'outil de JavaScript, OK? Mais il y a aussi Django. Pour ceux qui veulent utiliser Python, il y a Django et Django va avec Jinja, OK? Django, Jinja, vous devez connaître les deux à la fois. Il y a des gens qui utilisent aussi Flask. Il y a des gens qui utilisent aussi Flask. Moi, je ne suis pas très habitué à Flask. Je préfère Django au lieu que Flask parce qu'avec Flask, si au début, vous allez être très bien au début, mais si vous voulez avoir si vous avez des idées complexes, vous voulez ajouter beaucoup d'autres choses,
Flask, si vous ne, co- si vous ne, si vous n'avez pas un bon début avec Flask, vous aurez des problèmes. Mais Django, je sens que c'est très, très bien. Il y a beaucoup c'est plus professionnel. Et en fait, il y a beaucoup de Fortune 500 de grandes compagnies qui utilisent plus Django que Flask. Donc, pour moi, si c'est pas tant, utilisez Django. Si c'est JavaScript, ce sera JavaScript, Nest.js, Node.js, HTML et CSS. Il y aura en tant que développeur dans le monde de AI, maintenant, ceux qui sont des software ingénieurs s'intéressent plus à machine learning. Ils peuvent faire maintenant machine learning. Et ceux qui sont data scientists doivent maintenant s'intéresser à software development. Et vous êtes sur la bonne voie. Donc, ensemble, nous allons créer des applications LLM. Nous allons faire ça nous allons faire machine learning et nous allons faire comment dire, nous allons les mettre sur des applications en utilisant JavaScript, HTML, CSS ou bien Django. OK? Merci beaucoup et on se dit à demain. Je vais enregistrer cette vidéo et je vais le partager avec tout le monde. Passez une bonne soirée. Bye bye.